les initiatives de paix se multiplient d'un côté tout comme de l'autre. Initiative africaine, initiative américaine ou même celle de Doha. Mesdames et messieurs, les Congolais se posent des questions pour savoir comment cette problématique va trouver la solution définitive parce qu'elle a trop duré. Secondement, l'avenir du pays, l'avenir des institutions. Les animateurs tombent, les mandats des animateurs arrivent à échéance dans quelques mois déjà. Que va être leur avenir? Certains pensent qu'il faudrait qu'on leur accorde un surplus, un délai de plus pour qu'ils puissent aller au-delà. Comme d'aucuns disaient, il a une mission et non un mandat. Alors, au niveau du pays, il y a un grogne qui commence également à se faire sentir, c'est justement lié à l'appel des fonctionnaires de l'État. Un glissement est généralement constaté quand on est en début d'année. Disait le ministre des Finances, l'argentier national a été un peu plus contredit par plus d'un, même certains de ses prédécesseurs, sur cette question. Que se passe-t-il exactement quand nous avons un budget qui atteint les 22 milliards de dollars américains avec tout ce qu'on a comme problème? André Ouamesso, y est-il pour quelque chose? Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Monsieur Alain Bolodjoa Ibola. Il est président du parti politique Le BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. Exact. Il est également cadre de Génération Rupture. Merci beaucoup de votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. On va commencer par savoir, d'entrée de jeu, quelle est votre lecture de la situation sociale, notamment liée à la paix des fonctionnaires? On commence par là et puis on va chuter sur... Bon, déjà, nous devons savoir que la rémunération ou les salaires a un caractère alimentaire et cela résulte d'un contrat écrit ou non écrit, justement pour récompenser le travail effectué. Donc, dans notre législation, et surtout dans la pratique, on doit généralement payer les salaires avant la fin du mois. Et les travailleurs ont aussi des engagements. Ils ont des charges. Et parmi les charges, il y a les charges de loyer. Parce que dans la plupart des cas, ils occupent des maisons qui ne sont pas les leurs. Ils sont locataires. Ils sont locataires. Ils ont des charges de ménage qu'ils doivent aussi prendre en charge. Et au regard de la nature ou de la composition de nos familles, il y a d'autres charges connexes, telles que prendre en charge les parents ou d'autres frères et sœurs qui sont en difficulté. Et lorsque un salarié n'est pas payé, naturellement, ça crée un déséquilibre au niveau du ménage, mais aussi au niveau de la famille, prise dans l'essence africain du terme. Cela crée de frustration, de tension. Ça peut aussi justifier la situation d'insécurité au niveau de nos sociétés. Parce que quand les parents n'ont pas le moyen de prendre en charge les dépenses liées à leur foyer, généralement, dans ces tensions-là, il y a des enfants qui créent d'autres mécanismes hors circuit parental pour survivre. C'est ce qui justifie la prostitution, c'est ce qui justifie le kuluna. Donc pour que l'État arrive à donner de l'importance à cette question, ils doivent tenir compte de toutes ces implications-là. C'est-à-dire que moi, Alain Bolodjoa, en tant que chercheur en économie de développement, quelqu'un qui s'intéresse à la vie de chaque jour, je pense que ne pas payer les salaires, c'est créer un dysfonctionnement systémique. Payer surtout en retard. Vous avez suivi le ministre des Finances après la réunion avec les autres institutions, justement. Il a parlé d'un glissement lié en début d'année. Il y a généralement des mécanismes qui font qu'il y ait ce glissement-là. Il y a des affectations, il y a des mécanisations. Tous ces mouvements-là font à ce que l'État, la machine, puisse être un peu lente. Oui, mais s'il doit à chaque fois justifier, cela sous-entend qu'il n'est pas exceptionnel comparativement à ce qu'il présentait.
Parce que même si ce sont des débats séculiers liés au dysfonctionnement de l'État, mais il y a possibilité de remédier sans nécessairement justifier. Parce que c'est vrai que généralement le premier trimestre de l'année pose problème du simple fait qu'il y a un problème de programmation parce que tout ressort du budget. Ce ne sont pas des dépenses imprévues. Tout ressort du budget. Et donc, lorsqu'on conçoit le budget en une année avant, et généralement au mois de septembre, on dépose le budget, on doit intégrer toutes ces dépenses-là. Il faudrait déjà qu'il y ait un plan de trésorerie. On doit savoir quelles sont les priorités, comment on doit y remédier. Parce que le nombre de personnes qui s'ajoutent, qui émargent dans le budget, est généralement très faible comparativement à ceux qui sont. Si ceux qui ont été mécanisés, qui doivent bénéficier du salaire, peuvent être pris en compte, mais les circuits de paiement pour les anciens agents ne doivent pas être secoués pour autant, parce que vous regardez très bien, le nombre de salariés ne dépasse même pas, c'est à peine 1% de la population. À peine 1% de la population. Ah donc, moi je ne vois pas comment on peut justifier cela. Ce qui est vrai, c'est que la conjoncture actuelle démontre à suffisance qu'il y a un problème de trésorerie au niveau de l'État, il y a un problème de rationalisation des dépenses publiques, parce que apparemment l'essentiel pour l'État, c'est de voir les institutions politiques fonctionner. Parce que vous allez vous rendre compte, et bientôt là, ça sera rendu public, les dépenses effectuées au cours du seul mois de janvier dépassent de loin les prévisions. Alors, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas d'orthodoxie financière, il y a une sorte de délinquance financière qui s'est installée. On ne sait pas hiérarchiser les besoins, on donne plus d'importance aux institutions politiques votre avis par rapport à ce que disait le professeur Godin Pouy, qui est également député national, que les mesures prises par la Banque centrale, notamment celle de vendre l'argent, des millions de dollars aux banques commerciales, aura pour conséquence, les régies financières auront du mal à réaliser les chiffres, atteindre les recettes les assignations. Assignées, justement. Quel est votre avis par rapport à ça? Bon, fort malheureusement, c'est lui qui est aujourd'hui mis en exergue, mais si les gens sont honnêtes, j'étais le premier à l'avoir dit. Oui, j'étais le premier, lui il en a parlé après, mais moi j'étais le premier, j'avais déjà lancé les alertes lorsqu'on nous avait annoncé le mécanisme d'adjudication qui devait opérer, c'est-à-dire racheter le franc congolais en circulation. Nous avons dit que cela aurait une incidence sur la demande globale. Parce que lorsque vous réduisez la masse monétaire en circulation, naturellement, ça réduit la propension à consommer. Et cela aura des répercussions sur l'assiette fiscale. Parce que tous ces calculs en francs congolais, mais généralement, c'est le dollar qui domine. Les réserves d'échange ne sont pas constituées pour en faire une politique structurelle. Ça, ce sont des politiques conjoncturelles qui devaient en réalité ne pas être considérées comme une finalité. On ne doit pas construire la valeur d'une monnaie par l'open market. On devait plutôt envisager créer des mécanismes pour élargir l'assiette fiscale, parce que là, nous sommes dans les politiques structurelles. On devait essayer de revoir la taille de l'économie en injectant le fonds essentiel pour élargir notre productivité au lieu de nous baser essentiellement sur la stabilité. C'est ce que j'ai reproché à Matata et c'est ce que je vois fort malheureusement. C'est-à-dire qu'on crée de l'artificiel pour séduire le faible d'esprit. L'État a fait ses prévisions par rapport à un taux et lorsque vous réduisez le taux par des mécanismes, par des procédés mécaniques, naturellement, ça aura des répercussions sur la suite. Mais cela ne justifie pas nécessairement ce que nous vivons, parce que d'après le même gouvernement, ils sont arrivés à mobiliser l'argent. Et ils sont arrivés à atteindre leurs assignations, d'après ce qu'ils nous disent. Ils sont capables aujourd'hui d'avoir un budget de 22 milliards de dollars. Alors que d'après leurs incantations, ils disent avoir trouvé un budget de 4 milliards. Mais pendant qu'on avait 4 milliards, on arrivait quand même à payer à temps. Parce que je me souviens quand j'étais encore, je travaillais pour le compte de l'État, on me payait entre le 15 et le 25.
C'était régulier. C'était régulier et puis je n'avais pas connu de retard. Si c'était un retard, peut-être d'une journée ou de deux, mais pas plus. Je n'ai jamais atteint le 25, le 26. Vous pensez qu'il y a un problème? On maquille les chiffres? Au-delà, effectivement, ils ont maquillé. Ils ne sont pas sincères parce qu'en réalité, si vous regardez très bien le budget, le budget réel de l'État n'a même pas atteint 15 milliards. Nous sommes entre 9 à 13 milliards. Donc, mais le fait c'est qu'ils ont cherché à séduire le faible d'esprit, on nous bombarde de budgets qui ne servent à rien. Qui est trop coûteuse, trop généreuse. Oui, c'est ce qu'on vous dit, mais si vous essayez aussi de décrypter ce qu'ils disent, je ne pense pas que la guerre nous consomme 5 milliards par an. En toute proportion gardée, si vous prenez les 5 milliards qu'on pourrait éventuellement donner à l'armée, et les restes, on pouvait faire bien fonctionner l'État parce que vous prétendez avoir un budget de 22 milliards, mais vous êtes incapable de ponger, de supporter les dépenses qui étaient effectuées jadis à 4 milliards. Donc, voilà. Alors, M. Alain Bolodjoa, le ventre mou du Congo, c'est la partie orientale. Il y a des sérieux problèmes. Quelle solution adapter dans le contexte actuel? Bon, il y a, si on peut stratifier, il y a plusieurs solutions, mais les solutions durables sont structurelles. On vous écoute. Conjoncturelles, on peut commencer d'abord à renforcer notre armée. Éviter de politiser l'armée, éviter de tribaliser l'armée, essayer de mettre en place un commandement assidu, mettre de côté les sentiments, mobiliser le moyen pour doter à cette armée les équipements, mais aussi la motivation nécessaire, essayer de renforcer notre diplomatie en touchant des éventuels partenaires pour que nous arrivions effectivement à faire la guerre. Aujourd'hui, il y a plusieurs contraintes, il y a plusieurs facteurs bloquants parce que nous sommes déjà alignés dans une démarche de dialogue et surtout que nous sommes assujettis ou aliénés aux Américains. Il nous sera difficile d'en sortir. Mais je voudrais quand même rappeler certains faits historiques que d'aucuns semblent ne pas prendre en compte. Vous savez pourquoi entre 2014 et 2022, on était dans l'accalmie? Parce qu'il y avait un procédé ou une démarche initiée dans le cadre multilatéral, c'est l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans cet accord cadre d'Addis Abeba, il y avait plusieurs signataires. Toute la communauté dite internationale était représentée. L'essentiel des pays voisins ont signé, ont pris des engagements à ne pas soutenir le groupe armé et surtout à ne pas violer l'intégrité territoriale de notre territoire. Mais fort malheureusement, M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas les enjeux, il a considéré que c'était un jeu d'enfant. Il s'est permis de sortir du cadre multilatéral en allant signer des accords dans le cadre bilatéral. Aujourd'hui, nous sommes à genoux. Parce que le Rwanda, qui était considéré comme la base arrière des essentiels de groupes armés, il lui a été interdit de les soutenir. C'était strictement interdit au Rwanda, à l'Ouganda, au Burundi, à la Tanzanie, à l'essentiel des États, de soutenir le groupe armé. Et là, le Rwanda était astreint à respecter parce qu'on avait mis en place le comité ou le comité de coordination de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous voyez sur Lukusa, il y avait un comité, un bureau, le comité. MS. Oui, voilà. C'est-à-dire c'était un cadre pour faire le suivi et l'évaluation des actions que l'on devait mener conjointement. Il y avait aussi un autre comité au niveau du Rwanda. Et les Nations Unies étaient représentées par le secrétaire général des Nations Unies. Il y avait le président de l'Union africaine. Il y avait la représentation de la SADC. Il y avait la représentation de CIRG. C'est-à-dire que dans ces cadres-là, on avait des garde-fous pour que le Rwanda ne puisse pas nous attaquer. Et quand lui, il est arrivé, il a préféré sortir du cadre multilatéral pour aller trouver des solutions dans la bilatéralité. C'est en ces moments-là que le pays a été piégé. Voyez-vous? C'est-à-dire le fait de n'avoir pas respecté la procédure. Parce que la plus grande faiblesse de l'État, c'est l'incapacité de celui qui est à la tête du pays de comprendre les enjeux et le comportement des acteurs.
En arrivant au pouvoir, il suffisait seulement d'observer, d'apprendre et éventuellement prendre des décisions. Deuxième erreur. Nous avons mené une démarche au niveau international. Et les Nations Unies ont eu à constater l'implication du Rwanda. Les Nations Unies ont eu à prendre une résolution. La fameuse résolution 2773. Dans cette résolution, la communauté internationale avait mis en exergue la responsabilité du Rwanda et de certains acteurs, que ce soit au niveau national qu'en dehors du pays. On a établi la responsabilité du Rwanda. On a demandé au Rwanda de sortir sans condition. Au lieu de rester dans ce cadre multilatéral, il est sorti pour aller signer d'autres accords. Voilà. Donc aujourd'hui, le pays est piégé parce que si nous levons l'option militaire, on ne sera pas compris au niveau international. Et pourtant, la meilleure des solutions serait de renforcer notre armée, d'échanger les rapports de force sur le terrain et éventuellement envisager toute négociation. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais pour ceux qui disent que ce n'est pas une question du Rwanda, c'est une question entre Congolais, qu'est-ce que vous leur direz? Non, mais attention, la question, elle est transversale. Il y a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs intervenants, il y a plusieurs centres d'intérêt. Oui. Il serait un tort de considérer la question dans son aspect minimaliste. Il y a certains Congolais qui sont utilisés ici et là, oui. Mais les enjeux ne sont pas limités en ça. Parce que si vous regardez très bien, la situation, comme vous avez si bien dit, le Congo est devenu ventre mou suite à l'entrée de l'AFDEL. C'était en 1994 que la situation a commencé à dégénérer. Lorsqu'on a déversé le Rwandais chez nous, ceux qui sont aujourd'hui présentés comme les FDLR et les Interamwe et consorts. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait des visées. Et ces visées-là étaient entretenues par les Américains. Les Américains voulaient avoir la maîtrise de la sous-région. Alors, ils ont mutualisé leurs intérêts avec les intérêts des Nilotiques, ce qu'on appelle la vision Imatuchi. Ils ont recruté, ils ont soutenu Museveni. Museveni a recruté des jeunes qui ont été formés, qui ont été déployés, qui ont occasionné la mort du président Habyarimana. Ils ont eu à briser la bretelle de défense de l'État congolais parce que l'essentiel de ces pays-là étaient alliés au gouvernement Mobutu. On a fragilisé ces États, 2 ans suffisaient pour nous attaquer. Ils nous ont attaqués, Laurent Désiré Kabila a fait déjouer leur stratégie, il a été assassiné. Joseph Kabila aussi a tenté avec ses alliés Namibie, Zimbabwe, Angola, tout ça a déjoué, mais nous sommes allés à Sand City. C'est-à-dire que le contexte varie selon le moment, parce que ce ne sont pas les mêmes raisons du début qu'aujourd'hui. Les raisons varient selon les circonstances. La guerre d'aujourd'hui, oui. C'est d'abord le M23 qui avait commencé. Le M23 revendiquait un certain nombre d'accords signés avec Félix Tshisekedi. Le Rwanda en a profité. Ou Joseph Kabila? Non, le M23 aujourd'hui ne revendique pas des accords signés avec Kabila. Parce que les accords signés avec Kabila ont tous été annulés à partir des accords cadres d'Addis Abeba parce que le M23 était taxé de groupe terroriste. Ils n'avaient plus le droit de revendiquer, ils avaient les statuts des réfugiés. Quand ils sont venus ici à Kinshasa, ce n'était pas dans le cas de revendiquer le droit des accords de CNDP, mais ils étaient venus par contre pour soutenir Félix Tshisekedi à se protéger contre Kabila. Ce sont là les revendications d'aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes revendications, quand même que ce soit le même acteur, mais ce ne sont pas les mêmes revendications. Alors vous dites que le président Tshisekedi a signé des accords avec le M23? M. Félix Tshisekedi a des accords effectivement signés avec le M23. C'est ce qu'ils revendiquent aujourd'hui. Ils ont signé des accords à Kampala, ils ont signé des accords comment on appelle en Tanzanie avec M23. Il y a Bertrand Bisimwa et Claude Balanké. Ils ont signé au nom et pour le compte de l'État. Ils devaient être financés, c'est-à-dire soutenus financièrement. On devait libérer
les leurs qui étaient dans des prisons. C'est comme ça qu'on a libéré Bernard Maïché, Biamungu alias Pikawan et les autres. Ils étaient nombreux. Et même John Chibangu faisait partie de la liste des alliés du M23. Ils ont été libérés dans ces cadres-là. Et ils devaient créer 2 brigades, justement pour faire le contrepoids par rapport à la conjoncture politique de l'époque, où M. Félix Tshisekedi se sentant en insécurité, du fait qu'il pensait que l'armée n'existait pas, c'était juste un groupe d'armées de Kabila. C'est comme ça qu'il voulait créer 2 unités, 2 brigades pour sécuriser son pouvoir. Donc il y a des engagements. Avec la méthode. Mais qu'est-ce qui a capoté? Non, mais justement parce que il a compris fort malheureusement qu'il avait commis une erreur. Lorsqu'il a eu à envoyer des jeunes qui étaient recrutés dans le cadre de la garde républicaine, c'est qu'on appelle généralement les Chikata. Quand il a vu qu'il pouvait avoir des hommes à lui, il a trouvé que c'était imprudent d'être en coopération avec le M23. Il n'a pas voulu respecter. Et la manifestation... L'essentiel des accords, le contenu principal des accords qu'il a signés avec... L'intégration du M23 dans l'armée, mais aussi la démobilisation de ceux qui voulaient se désengager. Il devait négocier le poste au niveau politique. Et c'est comme ça que Bertrand Bissimois avait négocié en lieu et place du M23. Il y avait, comment il s'appelle, le général Makenga a eu aussi à négocier avec notre armée justement dans ces cadres pour voir comment ils devaient mener les opérations ensemble. Et pendant ces temps, il y avait une relation d'amour entre le Rwanda et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont eu aussi à mener des opérations conjointes à neutraliser le commandement de FDLR. C'est dans ces cadres-là que les choses ont commencé. Et lorsque M. Félix commençait à ne pas considérer leur démarche, ils ont commencé à faire pression. En faisant pression, ils ont commencé à prendre des territoires. Et c'est après seulement qu'ils ont pris Bunagana. Et ils ont pris Bunagana justement pour des raisons stratégiques. Et pourquoi le président refusait en amont de discuter avec eux? Non, il n'a pas refusé en amont. Il avait refusé, il avait accepté, mais après, il a refusé parce que justement, il ne voyait plus l'intérêt, parce qu'il a eu à recruter des gens. Pendant qu'on nommait John Chibangu comme général à titre exceptionnel avec les autres. C'était Bernard Maïché Biamou qui devait par contre être nommé. Voyez-vous, il devait être nommé à titre exceptionnel général parce que toutes les personnes, tous ceux qui ont fait partie de l'armée et qui ont été jugés et condamnés, on les avait chassés de l'armée, ils n'avaient plus de grade en fait. C'était juste à titre historique qu'on les appelait le colonel. Ils avaient tous été chassés de l'armée. Voilà pourquoi il a pris une ordonnance exceptionnelle, le nommant exceptionnellement, que ce soit Eddie Capen, que ce soit John Chibangu, et tous ces gens-là ont été nommés à titre exceptionnel parce qu'ils étaient chassés de l'armée. Donc lui, il avait besoin d'avoir un noyau. Et n'oubliez pas que le M23 était déjà en coopération avec UDPS, déjà en 2012. 2012, ils étaient déjà en coopération, ils travaillaient ensemble. Ils ont créé des conditions de coopération parce que le M23 était le bras séculier ou la branche armée de l'UDPS pour revendiquer ce qu'ils ont appelé l'impérium. Quand Goma tombe en 2012, sous Matata, c'était avec la révolution de l'UDPS. Mais l'UDPS a travaillé avec eux. John Chibangu était le trait d'union. Il y a eu trois hauts cadres de l'UDPS qui sont allés à Bunagana travailler avec le M23. Il y a eu le vieux Moubaké et une forte délégation. Ils ont vécu au Rwanda parce qu'ils coordonnaient les aspects diplomatiques et politiques du M23. Ils ont eu à travailler ensemble. Ce que je vous dis a été étayé, documenté par les experts des membres du Conseil de sécurité. Ce sont les experts qui ont établi ces liens entre l'UDPS et le M23. 2012, documenté. Si vous regardez très bien l'accord de 2012, le rapport de 2012, à partir déjà de la page 28, 29, 28 à 30, vous allez voir qu'on a spécifiquement mentionné l'UDPS, son implication. On a parlé de John Chibangu, on a parlé de les trois personnages qui étaient
envoyés en mission par Étienne Tshisekedi pour aller négocier. Voyez-vous, ils ont eu à négocier, ils ont eu à travailler pendant 2 ans, ensemble. Avec le M23. Avec le M23, avec... L'UDPS a toujours revendiqué le combat non armé. Oui, c'est comme l'essentiel des pasteurs aussi revendiquent la fidélité. Mais nous savons comment ils vivent. Les revendiquer, c'est facile, mais les vivre, c'est ce que nous attendons. L'UDPS a toujours soutenu l'intention de faire le coup d'État, l'intention de renverser le pouvoir par les armes. L'UDPS l'a toujours fait. Joseph Kabila, dans ce qui arrive aujourd'hui, vous le voyez aussi responsable ou il est naturellement, il est responsable. À quel niveau? Déjà, si vous analysez en profondeur, la crise actuelle, la crise politique qui a une incidence sur les institutions, et résulte de la décision de M. Kabila. Parce que pourquoi Félix Tshisekedi s'était-il décidé d'aller prendre le M23 comme bouclier? C'est justement parce que il avait peur de Joseph Kabila. Joseph Kabila a fait de lui président en violation de grands principes édictés dans la Constitution. Kabila a créé un monstre, et le monstre, cherchant à survivre au-delà du timing lui donné, il a créé des mécanismes de défense ou d'autodéfense. Ce sont ces mécanismes-là qui ont dégénéré. Kabila est à la base, c'est lui qui a créé le monstre. C'est-à-dire que vous parlez comme Corneille Nangaa, on a créé un monstre. Alors, non, mais c'est Nanga qui parle comme moi, parce que j'ai été le premier. Quand lui, il était en amour avec Félix Tshisekedi Kabila, nous en parlions déjà. Il vous souviendra, quand on parlait de la vérité des urnes, on insistait sur ces faits-là. Lui, il est revenu à la raison, je crois, 2 ans ou 3 ans après. Donc, la personne qui avait gagné les élections de 2018, ce n'était pas Félix Tshisekedi? Non, Félix Tshisekedi ne gagnera jamais les élections dans ce pays. Jamais. Jamais. Même en 2023, c'était pas... Non, il n'a pas gagné parce qu'il y a eu distribution de machines. Et qui a gagné en 2018? Bon, la première journée, c'était Moïse Katumbi. La première journée. 2018? 2018, la première journée, c'était Moïse Katumbi. Non, Katumbi était en cours, si vous soutenez Fayoulou. Non, en 2018. 2018. Non, en 2018, ça a toujours été Fayoulou. Fayoulou avait remporté haut les mains les élections. Tout le monde les savait. Même Kabila laissé. D'ailleurs, nos sources les plus fiables sont proches de Kabila. C'est lui qui avait donné plus d'éléments. Et même quand Nanga en parlait, tout le monde lui disait, oui, c'était déjà connu d'avance. Il n'a fait que ressasser ce que les autres connaissaient. Voilà pourquoi ça n'a pas pris, il n'y a pas eu d'ampleur dans ces déclarations, parce que tout le monde savait, il n'y a rien de nouveau. Et 2023? En 2023, c'était Moïse Katumbi. La première journée, c'était Moïse Katumbi. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a eu à revoir. Bon, en tout cas, je dirais, ce n'était pas la personne de Félix Tshisekedi, c'était son mécanisme. Parce que quand ils concoctaient leur tricherie, ils ne savaient pas qu'en face d'eux, il y avait des gens qui avaient des difficultés de communiquer. Voyez-vous? Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient gagner sans tricher, mais c'était déjà trop tard. Donc Félix qui a gagné alors? Non, ils pouvaient gagner. Ils pouvaient gagner. Mais fort malheureusement, ils ont compris ça en retard. Et lorsqu'ils ont commencé à prendre des mesures, à distribuer les machines, l'opérationnalisation a grippé, ils se sont rendus compte que la première journée, c'était Moïse Katumbi qui avait plus de chances, parce que l'essentiel de la population qui avait effectivement participé au vote était favorable à Moïse Katumbi. Mais lorsqu'ils ont commencé à travailler avec leurs machines, c'est comme ça qu'ils ont eu à formater leur tricherie. Il vous souviendra d'ailleurs qu'on avait parlé de 252 personnes qui étaient citées détentrices de machines. Alors, voilà. Quand la CENCO et les CC en mission d'observation électorale disent qu'il y a un candidat qui s'est totalement démarqué des autres par les résultats obtenus, il faisait allusion à qui exactement? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit qu'il faudrait tenir compte de la périodicité. La première journée, c'était favorable à Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'ils ont eu à proroger la durée des élections. Nous sommes arrivés pratiquement à 5 jours de vote. Donc si on s'en tenait à la loi électorale, c'est Katumbi qui était... C'est Katumbi qui devait en réalité être élu. Mais fort malheureusement, même dans ces contextes-là,
ça n'allait pas être revêtu d'une bonne légitimité, d'autant plus que le nombre de la population qui a eu à participer au vote était tellement faible qu'ils se sont dit, OK, on peut leur accorder l'opportunité de continuer. Ils ont donné à certaines circonscriptions le droit de voter et ils sont allés même au-delà. Ce qui est grave. Ils ont eu à suspendre, à annuler les élections des députés provinciaux et ainsi de suite dans certaines circonscriptions, mais ils ont pris en compte le voix qui était destiné à Félix Tshisekedi. Voyez-vous? Donc c'était scandaleux. Et donc nous avions toutes les raisons à ne pas participer à ces mésaventures. Joseph Kabila, c'est lui le M23, c'est lui la tête de la FC M23. Disait Félix Tshisekedi. Il peut avoir raison, en partie. Mais fort malheureusement, j'ai dit, le M23, c'est le FCC-Cash. C'est la branche armée du FCC-Cash. Expliquez-moi. C'est pas seulement Kabila, c'est aussi Félix Tshisekedi. Tous les deux sont dedans? Non, mais effectivement, mais le M23 ont été ici à Kinshasa pendant 14 mois. Personne n'a contredit cette thèse. Félix Tshisekedi a nié cela. Non, il n'a pas nié. Il n'a pas nié, il a dit que ce n'était pas de son fait. Il n'était pas au courant. Oui, lui, il n'a jamais été au courant de quoi que ce soit. Mais je peux démontrer à Félix Tshisekedi qu'il ment. Démontrer? Oui, c'est simple. Au mois de mars 2019, il avait pris une ordonnance graciant le membre du M23. Au mois d'août 2019, ils sont sortis de la prison. Son ministre en charge de l'Intérieur a écrit une correspondance demandant le sou justement pour accueillir ceux qui venaient. Ibalanke a demandé le fonds pour entretenir ceux qui venaient. Félix Tshisekedi était ampliateur. C'est-à-dire que dans toutes les correspondances, il était informé. Pour que Bernard Maïche Biamou ne sorte de la prison, il n'a pas utilisé le gouvernement. Il a utilisé son cabinet. Le cabinet de la présidence. C'est comme ça qu'il est sorti. N'oubliez pas, avant l'avènement du gouvernement Yulun Kamba, oui, on avait réduit les compétences de tous les membres du gouvernement. C'est dans ces cadres-là qu'ils ont initié le programme de 100 jours. C'est-à-dire qu'on avait réduit carrément tout le pouvoir. Parce que lui ne voulait pas que le Premier ministre n'agisse. Alors comment ces gens-là sont-ils arrivés? C'était un gouvernement démissionnaire. Non, ce n'était pas un gouvernement démissionnaire. Avant Yulun Kamba, c'était un gouvernement démissionnaire. Non, ce n'était pas un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire, c'est lorsque le Premier ministre est visé ou sinon dépose sa démission. C'est en ce moment-là que le gouvernement est réputé démissionnaire. C'était un gouvernement... Qui assurait les affaires courantes. Non, c'était un gouvernement de transition entre deux administrations. Ce n'était pas un gouvernement démissionnaire. Ils avaient le pouvoir d'exécuter leur programme à eux. Mais ils n'avaient pas le droit d'ajouter d'autres éléments. Parce qu'ils étaient en droit de nommer. Et n'oubliez pas que Félix Tshisekedi a nommé dans ces circonstances-là. Il a eu à faire des mises en place. Il a nommé. Et les ordonnances étaient contresignées. Donc ces gouvernements-là avaient une certaine compétence, mais ne pouvaient pas agir en dehors de leur programme. Parce que ce sont eux qui ont exécuté le premier budget de Félix Tshisekedi. 100 jours, commençait par 100 jours. Non, mais les 100 jours, c'était en violation de la Constitution et même des grands principes de la gouvernance. Voilà pourquoi ça a capoté. Le dialogue aujourd'hui, le dialogue politique inclusif, est-il la solution? Bon, en tout cas, le dialogue n'a jamais été solution. Jamais. Expliquez-vous. Le dialogue, c'est juste un cadre d'harmonisation, un cadre que l'on pourrait prendre des décisions. Ce n'est pas le dialogue en soi, parce que le dialogue n'est pas une finalité. Oui, le dialogue pour trouver des solutions, notamment... Des solutions consensuelles. Au problème. Ah, voilà, mais quelles sont les solutions préconisées? Parce qu'on peut organiser les dialogues. Retrait du M23... Non, mais le retrait du M23 ne sera pas abordé dans le dialogue. Pourquoi? Mais justement parce que le retrait du M23 est déjà fixé comme principe dans d'autres dialogues. Doha, notamment. Doha, Washington, ce sont aussi des dialogues. Mais quand on parle de dialogue inclusif, non, mais les dialogues inclusifs séquencés. Expliquez-vous. C'est-à-dire que Doha, c'est déjà un... C'est déjà un dialogue. Ils ont eu à lever des options. Ils se sont décidés de séquencer ou de stratifier leurs solutions en 8 protocoles. Il y en a déjà 3
Ça reste 5. C'est-à-dire qu'ils doivent proposer. Et si il y avait des options à ces niveaux, ces options-là vont lier les deux parties. Mais dans le dialogue politique qui devait en réalité être convoqué ici, heureusement, ça sera convoqué ailleurs. Et je crois que le pré-dialogue ne sera pas convoqué par Félix Tshisekedi. En ces moments-là, on risque de faire... Ça, en tout cas, ça risque d'avoir ça sera des chevauchements, parce qu'on ne peut pas, d'un côté, dialoguer avec le gouvernement et de l'autre côté, dialoguer avec tout le monde. Parce qu'en ces moments-là, il se posera un problème de hiérarchisation de priorités, mais aussi de fixation d'objectifs. À Doha, il y a un discours qui est énoncé, qui est développé. Tout ce qui se prenne comme engagement à Doha, c'est respecté, de part ou d'autre? Bon, jusque-là, ils ont levé des options, mais il y a des conditionnalités. C'est-à-dire, du côté du M23, ils doivent s'organiser à ne plus attaquer, dans le cas de cessez-le-feu. Le gouvernement aussi. Et fort malheureusement, le gouvernement s'efforce à se désengager, mais pas de manière formelle. C'est-à-dire que quand il s'agit de violer l'accord de cessez-le-feu, ils utilisent des Wazalendo. Ils vous disent non, voilà, c'est pas l'armée, et ce sont les Wazalendo. Mais ils semblent oublier que dans leur déclaration, ils collaborent avec les Wazalendo. Et de l'autre côté aussi, ils n'ont pas l'intention de rester dans ces carcans. C'est-à-dire que les deux parties vivent hypocritement. Ils veulent justement gagner du terrain parce que dans chaque partie, il y a des intérêts qui ne sont pas mis en exergue. Alors, selon vous, pourquoi une frange de l'opposition pense que le dialogue avec la CENCO et l'ECC peut éventuellement être un début de solution? Bon, ça peut pas être début de solution probablement parce que ça va permettre à ce que le parti à la crise puisse dire à l'autre parti ce qui s'est fait réellement. Parce qu'il y a des questionnements. La crise actuelle, c'est la crise FCC Cash. C'est une crise de ménage entre le FCC Cash. Le FCC revendique le non-respect des accords. Félix Tshisekedi pense qu'il n'était pas obligé de respecter ces accords. D'après ce que ces communicants disent, que c'était contre-productif et ça ne cadrait pas avec les intérêts de la République. Et donc, ils sont dans leur guéguerre. C'est ce qui justifie d'ailleurs la position que joue aujourd'hui Nanga, la place de choix que l'on réserve à Kabila. C'est-à-dire que c'est cette grande crise-là. Mais les autres là ne font qu'entourer la crise parce qu'ils vivent les risques de la crise. Et l'essentiel des opposants non intéressés ou non impliqués dans la crise FCC Cash se disent ça risque d'avoir des effets sur le calendrier électoral. Donc, qu'il faille aller d'abord dans ces dialogues, fixer le cadre pour mener des réformes adaptées en vue de garantir la tenue des élections. Voyez-vous, c'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes objectifs. Kabila revendique le non-respect des accords. Félix Tshisekedi se défend parce que c'est lui qui a délinqué le premier. Mais les autres veulent ne pas être spectateurs, ils veulent entrer dans le dialogue, dans ces cadres-là, pour garantir la bonne tenue des élections en ayant le délai légal. Donc c'est ça en fait la circonstance. Politiquement parlant, vous voyez Tshisekedi quitter le pouvoir dans le délai conditionnel? Politiquement pas. Non, il peut quitter même avant, politiquement. Expliquez-vous. Non, il peut quitter avant, politiquement. Il peut quitter avant. Il peut être chassé. Il peut être neutralisé, politiquement. Il peut être neutralisé. Voilà, c'est ça la politique. C'est ça la politique. Mais au regard de l'évolution des contextes, vous le voyez faire un glissement comme Kabila? Bon, Félix Tshisekedi déjà n'est pas né dans un contexte démocratique. Félix Tshisekedi, c'est un petit tyran, c'est-à-dire quelqu'un qui veut imposer sa volonté. Il apprend en fait à être un petit tyran.
il veut imposer sa volonté, il pense avoir un pouvoir supraconstitutionnel. Voilà pourquoi même dans ses déclarations, il a tendance à minimiser la Constitution. Il pense qu'il a un pouvoir exorbitant. Il est dans l'absoluté en fait. Il pense que c'est lui le chef. De la même manière, il gère l'UDPS, il tente de gérer. Et quand il regarde en face de lui, il dit, bon, il n'y a personne de violent, personne ne peut m'intimider, je maîtrise la rue, voilà, j'ai des voyous, de force de progrès, j'ai les services, j'ai l'armée. Il s'est dit, bon, comme il n'y a aucun obstacle, je peux tenter d'aller dans le sens de m'imposer. Mais il semble oublier que dans ces pays, le plus fort sont ceux qui sont en dehors du pouvoir. Parce que ceux qui sont dans le pouvoir ou dans les institutions sont vulnérables. Lui, il est lié à la Constitution. Il est lié aux lois de la République. Il est lié aux principes qui édictent la société. Mais ceux qui sont en dehors, ils n'ont qu'une seule motivation, le souci des survies. Ce sont des gens qui sont plus dangereux que ceux qui sont au niveau des institutions. Et donc, 2028 s'annonce compliqué. Non, mais ça peut s'annoncer compliqué si vous le voulez. Parce qu'il peut ne pas avoir les élections sans Félix Tshisekedi. C'est possible. Ne vous focalisez pas trop seulement sur la personne de Félix Tshisekedi. Mais quand vous suivez ses proches dire qu'il a une mission, il n'est pas limité par un mandat. Bon, je dirais, c'est quand même idiot de leur part, mais ils n'ont pas totalement tort. C'est idiot, mais ils n'ont pas totalement tort. Et comment ils n'ont pas totalement tort? Non, mais effectivement, parce que la fonction président, c'est une mission. La fonction président, c'est une mission. Mais quand on compare à une mission et un mandat? Non, mais effectivement, la fonction président est une mission. Mais les animateurs sont liés non seulement à la mission, mais au mandat. Parce que le président de la République, c'est une mission. Le président de la République n'est pas limité par le temps. Il est limité par ses missions. Mais la personne qui anime la fonction du président a un mandat. C'est-à-dire, on lui confie la mission, mais pour une durée déterminée. 5 ans. Discuter d'un glissement au cours de ce dialogue, ça peut aussi avoir lieu, comme on l'a vu en 2016. Oui, mais si Félix Tshisekedi va discuter sur le glissement, il doit comprendre qu'il est sur le pas de Kabila. C'est ça les caractéristiques de tout Kabylisme. Parce que le discours qu'on entend, c'est que vous avez créé des guerres, alors on ne peut pas aller... Voilà pourquoi je dis c'est ça le côté idiot en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire croire que c'est nous qui avons créé la guerre. Alors que ce sont eux qui ont créé les décors de la guerre, ce sont eux qui ont entretenu la guerre. Alors, allons dans leur raisonnement. Si c'est la guerre qui peut être la raison. La guerre a commencé en 2022. C'est en 2022 que la guerre a commencé. Elle a toujours... Non, attendez, la guerre a commencé en 2022. Ils se sont quand même permis d'organiser les élections en 2023. Ce qui sous-entend que la guerre ne peut pas être un prétexte pour ne pas organiser les élections. Et puis deuxièmement, ils disent à la population qu'ils ont pu résoudre la question de la guerre par la simple signature. C'est-à-dire eux-mêmes ne font plus confiance aux accords signés à Doha et à Washington. Parce que si Doha et Washington sont de voies par lesquelles il n'y aura plus de guerre, apparemment eux-mêmes ne font pas confiance à ce qu'ils ont signé. Troisièmement, mais si la raison de la guerre peut justifier la non-tenue des élections, c'est qui sous-entend qu'ils ont entretenu la confusion, ils ont désarticulé l'armée, ils ont créé les conditions pour pérenniser la situation en vue de justifier cette guerre. Au-delà de ça. Mais si la guerre va continuer, à quoi ça servir d'avoir un président incapable de rassurer la paix et de les maintenir, même si on lui ajoutait une année? Rien ne nous rassure qu'il va résoudre la question de la guerre. Ce qui sous-entend que oui, effectivement, j'ai compris et je comprenais déjà la démarche de Félix Tshisekedi. Il a créé la situation de chaos, de terreur. Il a corrompu l'essentiel de la classe politique et même de forces vives. L'essentiel des pasteurs, des chefs coutumiers, l'essentiel en tout cas, sont corrompus justement parce qu'il veut se maintenir. Alors, vous voulez vous maintenir, mais pour quelle finalité? En dehors du pouvoir, en dehors des avantages du pouvoir, ça servira à quoi d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays? Ça ne sert à rien. On va finir. La régie me dit qu'on a pris tout notre temps, on a épuisé nos minutes. Dernière question, simplement, dernière question pour finir. Quel est votre plus grand regret sous ce pouvoir de président Tshisekedi? Tshisekedi.
Mon plus grand regret, c'est sa présence. Où ça? Non, mais M. Félix Tshisekedi ne mérite pas. C'est-à-dire qu'il va aux antipodes de l'éducation que je donne à mes enfants. C'est quand même dur. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit, il ne mérite pas. Il n'a pas été initié, il n'a pas été modelé, il n'a pas l'intelligence situationnelle. Quand vous devez comparer les 5 chefs d'État que nous avons connus, Tshisekedi, vous le placez à... Non, mais heureusement, il est le 5e. Fort malheureusement, il est le 5e. C'est-à-dire qu'il est le dernier. Le pouvoir le plus inutile, c'est le pouvoir de Félix Tshisekedi. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Mais on n'en a connu que 5. Il est le 5e et le plus inutile. Parce que je n'ai jamais vu un président aussi pleurnichard, incapable de se choisir de bonnes personnes, un président qui a plus endetté la République, un président qui a chambardé l'armée, il a désarticulé l'administration, un président qui facilite les détournements de fonds publics. Il facilite. Mais effectivement, ça a toujours été lui qui a facilité. Parce que c'est lui qui sort du cadre légal de la fonctionnalité de l'État pour nous amener dans une gestion atypique. Il ne veut pas respecter l'appel d'offres. Il ne veut pas respecter la chaîne de dépenses. Il ne veut pas reconnaître l'autonomie des provinces. Donc pour moi, c'est une gouvernance vraiment atypique. C'est vraiment un pouvoir voyou, en fait, si je peux le dire, fort malheureusement. Monsieur Alain Bolodjo Ibola, président de l'EBAT, l'Évenu Bâtissons et cadre de Génération Rupture. Exact. Merci beaucoup. Nous espérons que vous prendrez peut-être part aussi à ce dialogue et que vous aurez également à reprocher des part et d'autre ceux qui sont à la base de cette situation. Parce que c'est ça notre rôle, en fait. FCC Cash. Nous sommes contre FCC Cash et nous sommes contre l'opposition de complaisance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça n'est fini pour ce jour. Allez, à très bientôt.